Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo particulière qui va peut-être en intéresser certains d'entre vous, les vrais fans de géopolitique. C'est quelque chose qui me revient souvent comme envie. En fait, j'avais le goût de vous montrer quelques cartes parce que on me mentionne parfois, bon Benjamin, comment tu t'informes sur la géopolitique, comment tu comprends le monde d'abord. C'est un malentendu, je comprends absolument rien. Deuxièmement, beaucoup à travers, bien sûr, des cartes. Moi, j'ai toujours été un grand fan de géographie. Mon père était un prof de géographie, en fait. Probablement que ça a un rôle à jouer là-dedans. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me fascine. Donc, on prend le temps ensemble d'examiner 4 cartes qui, à mon avis, permettent de bien comprendre le monde et d'examiner différentes dimensions. D'abord, on a une carte topographique. Ensuite, une carte climatique, une carte agriculturelle. Et finalement, on a une carte de la densité de la population. Et en regardant tout ça, on peut tirer quelques conclusions vraiment fascinantes sur le monde qui nous entoure. Donc, sans plus tarder, voici mes 4 cartes pour comprendre le monde. Pour commencer, vous avez ici une carte climatique. C'est une carte que vous voyez quand même très souvent. Je pense pas vous apprendre grand-chose en vous la montrant, mais on peut la regarder sous un œil géopolitique et ça nous en apprend quand même beaucoup par rapport au monde. D'abord, vous voyez, bon, l'évidence ici, ces grandes zones arctiques que vous avez en Sibérie. On vous parle souvent de la Sibérie comme étant cette zone pratiquement inoccupée, inhabitée. C'est absolument vrai et en fait, on peut le croiser un peu plus tard avec une carte de densité de la population. En fait, on l'a juste ici. Et vous voyez que c'est complètement vide. Effectivement, la Sibérie, c'est compréhensible. Très peu de villes. Ici, les villes sont marquées par des petits points bleus. D'abord, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de gens de manière générale en Russie. La grande majorité est concentrée ici dans la plaine russe. On y reviendra aussi un peu plus tard pour comprendre comment la Russie fonctionne. Mais cette première carte ici nous montre vraiment le simple fait que c'est inhabitable dans certaines régions du monde. D'abord, donc, l'Arctique russe. Si on se retourne de l'autre côté, vous arrivez littéralement au Québec. Le Québec, c'est mal compris par plusieurs Européens et là-dessus, je peux pas vous en vouloir parce que si vous regardez, on est vraiment à la même hauteur, à la même latitude que les Européens et que certaines des grandes capitales européennes, comme Londres notamment. Et pourtant, ici, j'ai pris une date un peu plus représentative quand même pour vous montrer de quoi ça a l'air à une période qui n'est pas les grandes chaleurs au Québec, étant donné qu'actuellement, on est presque en canicule, ce serait pas très représentatif. On est donc au 1er mars. Vous voyez ici le Québec, au 1er mars, qui est vraiment pas c'est loin d'être le cœur de l'hiver. Là, on est en théorie censé commencer à émerger de l'hiver. Les mois les plus froids sont au mois de janvier et février. Donc ici, au 1er mars, vous voyez que la température à Londres est à environ 0 degrés Celsius et environ à la même latitude, dépendamment de moins 15 jusqu'à moins 25 degrés Celsius sur la même latitude. Donc là-dessus, ça nous en dit déjà très long sur l'importance des courants océaniques que vous voyez ici fonctionner. Bon, l'explication elle est relativement simple, c'est que vous avez des courants qui arrivent depuis le Groenland et qui viennent refroidir le Québec. Le Gulf Stream également qui agit sur la côte nord de l'Amérique, sur la côte est de l'Amérique du Nord de manière assez explicite. Finalement, l'ouest du Canada ici, si on continue notre aventure vers l'ouest, ce que vous observez, c'est une espèce de gradation. À mesure où on arrive dans les terres, la température devient de plus en plus clémente. C'est bien sûr l'ère du Pacifique, cette fois, qui vient agir et apporter des températures beaucoup plus clémentes sur la côte ouest, tant en fait canadienne qu'américaine. Vous le voyez ici, cette espèce de bassin d'air froid qui descend depuis l'Arctique, qui va en fait jusqu'au cœur des États-Unis. Là, vous avez même au 1er mars des températures ici toujours à presque la même hauteur que Londres. En fait, plusieurs centaines de kilomètres au sud de Londres, vous avez quand même des températures similaires. Donc, ça c'est un premier élément que je trouve qui est extrêmement important à comprendre la géographie de manière générale, c'est l'importance du climat, l'importance de la température, à savoir pourquoi les gens se trouvent où ils se trouvent, pourquoi les villes se trouvent où elles se trouvent. C'est souvent déterminé d'abord par l'agriculture qui lui-même est déterminée, elle-même est déterminée par les conditions climatiques. Même chose ici, vous avez, voyez-vous,
l'Islande, qui est un endroit extrêmement intéressant climatiquement parlant, alors que vous avez des vents absolument extrêmes là, qui arrivent depuis l'océan Atlantique et qui rend bien sûr la zone beaucoup plus tempérée lorsqu'on la compare avec le Groenland, qui est très glacial, mais tout de même difficile à habiter sur le long terme. Et ça crée donc cette espèce d'endroit qu'on connaît, en fait, l'Islande, qui est très peu densément peuplée et dont l'économie est largement ancrée sur le tourisme, notamment. On continue un peu plus loin. Toujours avec cette carte de la température que je trouve fascinante. Ici, vous avez cette autre zone glaciale, une zone qui peut être difficile à comprendre si on ne l'utilise pas avec une carte topographique. Et là, juste devant vous ici, vous voyez, il est question du Tibet. Cette énorme région montagneuse de la Chine. Pour bien comprendre, en fait, on pourrait y aller. Ici, c'est cette carte topographique, donc carte du relief. Et si on se déplace du côté de la population, c'est la même chose. Vous voyez cette espèce de zone de vide totale à l'ouest de la Chine. Et c'est au fond, souvent on présente un affrontement quasi inévitable et une compétition entre la Chine et l'Inde. Il est extrêmement important de le prendre en contexte de la géographie. Encore une fois, vous avez premièrement ici le plateau du Tibet. C'est un énorme plateau, plusieurs centaines de mètres en altitude. Vous le voyez ici, en fait, plusieurs milliers de mètres, jusqu'à 3 à 5 000 mètres, dépendamment de la région. Donc, c'est très haut. Impossible, bien sûr, de faire quelque agriculture que ce soit de manière substantielle, de manière considérable et productive. Alors que vous voyez le sous-continent indien de l'autre côté et la chaîne de l'Himalaya. Cette chaîne de l'Himalaya, bien sûr, qui agit comme barrière géographique entre la Chine continentale, le Tibet, etc., et le sous-continent indien, mais de manière, disons, plus directe, a un impact sur le climat. Encore une fois, si on revient, vous voyez ici à notre carte climatique, vous voyez la gradation ici de l'Himalaya à mesure où, d'abord, la pluie est un peu plus raisonnable du côté ici, là, au sud de l'Himalaya. Le sous-continent indien, de manière générale, est extrêmement sec. Alors, ce que vous trouvez, par exemple, si on regarde, on croise avec une autre carte à laquelle on reviendra tout à l'heure, la carte de l'agriculture, qui nous indique les endroits dans le monde où il y a une concentration de terres irriguées ou de terres en culture. Vous voyez l'impact vraiment ici là, de l'Himalaya et la concentration de terres arables juste au sud. Des terres très fertiles, encore une fois, à cause de l'Himalaya. Vous avez ces courants qui arrivent depuis le nord et qui se jettent ensuite en pluie à mesure où il y a un changement de pression ici dans l'altitude. Donc, on se retrouve avec des précipitations très abondantes et aussi, disons-le, des températures beaucoup plus clémentes qui permettent une concentration de la population. Encore une fois, on revient à la carte de la densité de population. Ben, vous voyez l'impact que ça a. La population indienne est largement concentrée dans cette zone ici. Vous avez également une petite zone de concentration ici sur la gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est le Pakistan. Tout simplement, le Pakistan, bien sûr, qui est axé, encore une fois, c'est le rôle de l'Himalaya. L'Himalaya qui agit comme château d'eau. Donc, vous avez plusieurs rivières, et toutes les rivières majeures, en fait, du sous-continent indien, que ce soit pour l'Inde ou le Pakistan, arrivent largement grâce à l'Himalaya. Ce sont donc c'est la ligne de partage des eaux qui permet de soutenir la civilisation ici dans la région et de soutenir, bien sûr, tant le Pakistan que l'Inde. Et vous voyez Karachi, ici au sud, qui est vraiment au débouché, alors qu'on remonte tranquillement vers la région du Punjab, etc. Des régions qui sont bien sûr très riches en précipitations, en eau, et qui, conséquemment, ont une agriculture extrêmement productive. Alors, on pourrait continuer cet exercice avec la carte climatique pratiquement toute la journée parce que ce genre de choses, ce genre de situation, si on veut comprendre où se trouve la population, pourquoi elle se trouve à cet endroit, c'est vraiment le meilleur moyen de le faire. Ici, vous voyez sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, c'est bien sûr des montagnes, tout simplement. C'est des montagnes qui rendent le climat beaucoup plus frais et qui veulent dire également, si on va du niveau de la population, que la population se concentre dans ces petites régions ici, au cœur des montagnes, où on a une courte zone où on peut avoir de grandes villes. De manière générale,
La population se concentre lorsqu'on a des plaines, lorsqu'on a des régions cultivables, des terres cultivables, pour des raisons très évidentes, bien sûr. Il faut soutenir la population. Et tout ça, il faut comprendre, les îles, les grandes villes n'ont pas été placées où elles sont aujourd'hui il y a 15 ans, il y a 20 ans. Elles se sont développées à travers des siècles, sinon des millénaires de déplacement de population, d'agriculture, oui, mais aussi de courants climatiques. Donc, la réalité, c'est que là où il y a des grandes villes aujourd'hui, pour la plupart, il y a quand même certaines aberrations, mais pour la plupart, il y a des bonnes raisons. Et les villes sont positionnées là où elles sont parce que c'était le meilleur endroit à une échelle régionale pour concentrer une population importante. Ici, un autre exercice intéressant, on pourrait faire la même chose pour la Chine. Alors que vous voyez ici, la Chine, la concentration de population qui est presque entièrement à l'est. Et pourtant, la Chine est énorme, hein? La Chine, on pourrait ajouter ici, là, vous voyez une carte régulière de la Chine. La Chine est gigantesque. Le Xinjiang, il n'y a pratiquement rien en termes de population. Le Tibet, pratiquement vide. Le nord de la Chine, la Mongolie, ce sont de grandes étendues où il y a très peu de population et également très peu d'agriculture. Vous le voyez ici avec cette carte donc de la Chine pour ce qui est de l'agriculture chinoise. Les zones propices à l'agriculture sont presque entièrement concentrées dans, disons, la zone pacifique de la Chine. Ici, au nord-est, vous avez des climats, encore une fois, si on revient à la carte, qui sont beaucoup plus propices à l'agriculture. On a moins de grande chaleur. Encore une fois, ici, on est au 1er mars. Mais vous voyez cet espace ici qui est beaucoup plus propice avec les grands fleuves également. Les grands fleuves qui descendent toujours depuis l'ouest de la Chine, notamment le fleuve Jaune, qui est extrêmement utilisé pour l'agriculture, la production énergétique. Et vous voyez les grandes villes chinoises qui se concentrent le long de ces grands fleuves, notamment Wuhan, Shanghai et Changsha. Alors, pour continuer, on va sortir de notre carte climatique. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de cette carte et de ce qu'elle peut nous apporter, quoique je la trouvais vraiment extrêmement intéressante. Même ici, on peut, quelques secondes, là, vous voyez où se concentre la population aussi. Pour ce qui est des pays scandinaves, c'est largement dans les zones où c'est un peu plus clément. Vous voyez ici dans le sud total, là, bien sûr pour des raisons de commerce également, on va être beaucoup plus près, accès à la mer, mais aussi largement en raison de du climat, tout simplement. On ne veut pas se positionner là où il fait trop froid. Concentration de la population, on peut continuer un peu sur cette carte ici que je trouve très intéressante parce que, toujours en concordance avec ce qu'on vient de mentionner là sur l'agriculture, sur le climat, on peut tirer des conclusions assez évidentes. D'abord, ici, on avait sur le sous-continent indien, l'Inde, le Pakistan. Ici, de manière très visible, vous avez l'Égypte, bien sûr. L'Égypte qui est presque, c'est plus explicite que jamais, hein, presque entièrement concentré sur le fleuve Nil. Le Nil qui est vraiment, on dit, le Nil, c'est la vie pour l'Égypte. C'est absolument évident ici, là, c'est très explicite. Vous voyez le Caire, d'ailleurs. On est en train actuellement de construire une deuxième capitale. Vous voyez, je pense, c'est juste ici, là, cette deuxième nouveau Caire qu'on appelle, et avec l'objectif donc de dédensifier un peu le Caire, qui est une des villes les plus densément peuplées de la planète. Ici, Israël, bien sûr, une concentration de population importante. Gaza, vous voyez ici les 3 grandes villes de Gaza qui sont également très bien représentées avec Rafah au sud, là, la concentration le long de la frontière égyptienne. En continuant, ici, la Syrie, très intéressant. La Syrie, vous avez tout juste, vous voyez, là, pour un énorme pays quand même, là, vous avez essentiellement 2 ou 3 points de population. On pourrait identifier ici Homs, Damas, et Alep, les 3 grandes villes qu'on peut relever du territoire syrien. Maintenant, si on le regarde sur une carte complète de la Syrie, vous voyez à quel point c'est complètement vide en dehors de cet axe. Alep, Homs, Damas. Le reste de la Syrie est pratiquement inoccupé. Si on veut comprendre pourquoi, encore une fois, suffit de regarder un peu la géographie et d'étudier la Syrie elle-même. Ici, on est sur la topographie. Et ce que vous observez, c'est que les meilleurs endroits, encore une fois, pour baser une grande ville sont vraiment beaucoup plus à l'ouest, proche bien sûr des voisins, des centres de commerce, mais également dans des endroits où il est plus facile de faire de l'agriculture. Si on vient ici à cette carte agriculturelle,
on voit très explicitement là, la zone de la Syrie qui est propice à l'agriculture. C'est cette petite zone ici. Et donc, où est-ce qu'on retrouve des villes? Sur cet axe, tout simplement. C'est relativement prévisible. Hein? On pourrait dire d'une manière, on pourrait avoir de la population là où il n'y a pas d'agriculture ou de l'agriculture où il n'y a pas de population. C'est pas complètement faux. Et pour avoir une démonstration de ça, suffirait de regarder, par exemple, aux États-Unis. Alors que les États-Unis, à l'inverse de beaucoup d'autres endroits à travers le monde, ont une concentration de population qui est moins directement liée aux activités d'agriculture, pour la simple et bonne raison qu'on a quand même beaucoup de terres cultivables. Alors, vous voyez ici vraiment, on a un énorme cœur, on dirait le bassin d'agriculture américain qui est vraiment d'est en ouest et qui s'étend jusqu'au Canada, ici à travers l'Alberta et les grandes prairies. C'est tout simplement une question topographique. Si on regarde de quoi ont l'air les États-Unis, les États-Unis ont l'avantage d'avoir un énorme espace cultivable ici, qui est donc le cœur de l'agriculture. Les Grands Lacs, qui est une région extrêmement prospère aussi pour une région très fertile pour l'agriculture. Alors, si on regarde au niveau de la densité de la population, là, c'est un des seuls points où les données ne se croisent pas, où vous avez des grandes villes indépendamment de la possibilité ou non de mener de l'agriculture à grande échelle. Les États-Unis ont eu l'avantage, bien sûr, de se développer sur le tard. Les États-Unis ont été développés largement après l'ère de la découverte, après 1600, 1700, etc. Donc, on a eu le loisir aussi d'avoir accès déjà à un certain niveau d'infrastructure, un certain niveau de connaissances par rapport à l'agriculture qui permettent à ces régions productives de produire un surplus suffisant pour alimenter le reste des États-Unis. Maintenant, on pourrait quand même avoir le même genre d'exercice si on regarde par exemple à la Californie. Alors que vous voyez ici cette espèce de cœur étrange au milieu de la Californie où on produit énormément de fruits, notamment très peu de céréales, etc. Alors que si vous regardez pour le reste des États-Unis, tout ça c'est vraiment beaucoup des céréales et du pâturage dans beaucoup de cas. Alors que si on va dans le climat absolument exceptionnel de la Californie, encore une fois, si on veut revenir à une carte climatique, on comprendra pourquoi ce qui se passe ici, c'est qu'on a une région absolument au climat unique là, à l'échelle de centaines de kilomètres, permettant une agriculture extrêmement productive et très spécifique, où on fait des noix, beaucoup d'amandes, etc., qui permettent, qui demandent beaucoup d'eau, mais surtout des terres extrêmement fertiles. Donc, même chose avec la topographie. Vous regardez ici, on a tout simplement une espèce de vallée. C'est la vallée de la Californie, où beaucoup des grandes villes californiennes sont positionnées. Vous voyez, en fait, vraiment, là, c'est très explicite, l'axe de développement. Si on le met en plein écran, je pense que ça va être plus facile. L'axe de développement de la population californienne, toutes les grandes villes, la grande route qui connecte, si on veut, la Californie entière, passe à travers cette vallée, à l'abri des montagnes, encore une fois. Et si on veut comprendre maintenant les contacts entre les nations elles-mêmes, la topographie est absolument fantastique, plus que l'agriculture, plus que la densité de la population, plus que tout le reste, parce qu'elle nous dit où il est possible de communiquer. D'est en ouest, pour le Canada, c'est presque impossible de communiquer. Vous avez la Colombie-Britannique ici, au nord-ouest, là, près de l'Oregon, l'État de Washington, etc., qui sont naturellement beaucoup plus connectés avec le reste de la région montagneuse, le reste de la région ici à l'ouest. C'est vrai pour la culture, c'est vrai pour l'économie, c'est vrai pour la politique. Ces régions sont beaucoup plus proches les unes des autres que si on prendrait, par exemple, un exercice où on compare la Colombie-Britannique avec le Québec. Ce serait tout simplement incomparable. C'est comparer des pommes et des oranges parce que on existe dans des climats différents. Le Québec, vous le voyez, de son côté, est beaucoup plus proche des grandes villes américaines et de la région des Grands Lacs pour son commerce, pour ses chemins de fer, pour ses routes, pour les connexions culturelles, pour les connexions humaines, les familles qui se connaissent, les amis de la région. C'est tout à fait normal et ces liens-là sont vraiment ceux qui unissent les nations. Vous voyez donc effectivement la même logique pour la côte est américaine et la côte ouest qui sont complètement isolées. Le Mexique, c'est très explicite également, cette espèce de cœur montagneux qui isole tant le sud, le nord, l'est et l'ouest.
Finalement, un autre que je trouve extrêmement intéressant ici, si on se déplace au Moyen-Orient, et c'est très à propos avec les dernières semaines, c'est bien sûr l'Iran. On s'est parlé quelque peu du Tibet ici, de ce mur de montagne. Eh bien, si on se penche et qu'on regarde un peu la situation de l'Iran, c'est très similaire. Alors que vous voyez pourquoi l'Iran est impossible à envahir et pourquoi l'Iran est une puissance millénaire qui ne cligne pas des yeux lorsqu'une puissance étrangère tente de l'affronter, notamment que ce soit Israël ou des États-Unis, parce que l'invasion du territoire iranien est pratiquement impossible. Vous avez bien sûr à travers le Moyen-Orient ces grandes plaines ou presque des steppes, là, si vous montez même vers le nord, à travers l'Asie centrale, alors que l'Iran est à l'intersection de plusieurs mondes, à l'intersection au sud-est du sous-continent indien, à l'ouest du Moyen-Orient, on pourrait dire en fait du Golfe, alors qu'on a au nord-ouest la Turquie, le Caucase, ici cette énorme chaîne de montagnes qui agit comme frontière naturelle pour la Russie. Alors qu'à l'est, eh bien, vous avez encore une fois l'Afghanistan. Donc, de ce côté-ci, l'Iran est pratiquement imprenable. On pourrait bien sûr essayer d'approcher le sous-continent avec des armées, mais d'abord, les armées se buteraient rapidement à la géographie naturelle, mais encore plus, il serait facile de les repérer. Il est extrêmement difficile d'approcher l'Iran sans se faire prendre presque immédiatement. Les armées en progression seraient également confrontées à une topographie qui est extrêmement hostile. Il est facile pour l'Iran également de se réfugier dans les montagnes. C'est quelque chose qu'on voit à plusieurs occasions. En fait, les grands États défensifs sont souvent des États où il y a des chaînes de montagnes ou des États très montagneux où on peut se cacher, où on peut construire des bunkers, construire des installations souterraines. On pense comme ça juste rapidement à la Suisse qui est connue pour utiliser ses montagnes à des fins défensives. On pense également à la Corée du Nord, qui est connue pour avoir des milliers d'installations souterraines à l'intérieur des montagnes. Et bien sûr, on pense maintenant à l'Iran, avec les installations nucléaires, notamment à Fordo, qui était basé à l'intérieur de montagnes, plusieurs centaines de pieds, au moins 100 mètres en profondeur. Alors, vous voyez ici le rôle des montagnes pour ce qui est du relief de manière plus générale, pour ce qui est de contenir les mouvements de population. Et c'est vraiment ce qui nous permet de mieux comprendre la région de manière plus globale. Ici, vous avez plusieurs pays du Golfe qui partagent énormément, mais d'une manière, c'est très normal, parce qu'on voit que géographiquement, il n'y a pas vraiment de frontières naturelles entre leurs États respectifs. Il y a seulement des frontières très artificielles qui ont été dessinées par des puissances étrangères sur des axes très prévisibles. Alors donc, naturellement, vous avez beaucoup de similarités culturelles, politiques, linguistiques entre ces différents États. On peut faire le même exercice, encore une fois, ici, regardez l'Afrique. L'Afrique, bien sûr, à travers le Sahel, on a cette énorme bande où il y a pratiquement rien qui se passe. Pour mieux le comprendre, il suffirait de venir encore une fois une carte du climat. Et on observe la région du Sahel, cette fois on est au 1er mars. Disons qu'on se positionne un peu plus près de juin. Donc le 1er juin 2025, vous voyez un peu l'état des choses dans la région. Inhabitable, tout simplement. À 33, 34, 35 quelques degrés sur presque toute la bande du Sahel. Il faut vraiment des civilisations extrêmement résilientes et naturellement nomades pour la plupart. Parce que d'avoir une culture sédentaire sur un territoire aussi hostile, c'est très difficile. Souvent, on n'a pas le choix de suivre les troupeaux. Les troupeaux suivent les points d'eau. Donc, ça force à avoir des civilisations nomades. Et donc, d'une certaine manière, ça encourage également la fracturation, l'atomisation de ces sociétés. On peut pas soutenir des énormes sociétés de plusieurs millions de personnes dans un climat de la sorte. Il suffit de regarder encore une fois, si on revient à notre carte de l'agriculture, regardez l'espèce de vide sidéral qu'il existe au Sahel. Eh bien voilà, c'est une zone désertique qui est tout simplement presque impossible à mener une agriculture. À l'inverse, ici au sud, vous avez une agriculture beaucoup plus riche. Et en fait, si vous regardez tant au nord, là, ici avec les pays d'Afrique du Nord, qu'avec le sud, tout juste au sud de cet espace désertique, vous voyez vraiment que la civilisation reprend, tout simplement. Si on va sur la densité de population, vous allez voir que ça se représente aussi, peut-être moins explicitement puisqu'on est en Afrique, mais en fait, non, c'est très clair. Ici, zone peuplée,
Au sud, zone peuplée, vide sidéral entre les deux. Donc, naturellement, quelles sont les connexions culturelles, civilisationnelles, si on veut, entre l'Afrique du Nord et la zone ici de l'Afrique de l'Ouest? Et plusieurs pays qui sont pourtant colonisés par la France, notamment, qui ont été colonisés par la France, les connexions sont relativement limitées pour la simple et bonne raison qu'il y a très peu de moyens de communiquer, que ce soit le commerce, l'économie, les voies culturelles ou quoi que ce soit. Ici, l'Amérique du Sud, encore une fois, un portrait assez intéressant. Vous voyez une certaine concentration de la population au nord, tout près vraiment de l'Amérique centrale, où encore une fois, on a une agriculture un peu plus productive. Et ici au sud, avec le Brésil, si on vient sur la carte agriculturelle, ben là, vous voyez que le Brésil est vraiment le géant de l'agriculture dans la région et plus largement à l'échelle de la planète elle-même. Si on prend un regard ici, là, de nos zones d'agriculture, on comprend l'histoire du monde en une seule image. Pourquoi les pays qui sont importants et pourquoi les pays qui ne le sont pas ne le sont pas. Vous voyez ici les États-Unis, le Canada, cet énorme poids agriculturel. De l'autre côté, au Brésil, l'Argentine, beaucoup d'importance également. L'Afrique, vous voyez lesquels qui ont les moyens de produire un surplus d'agriculture, un surplus alimentaire et donc de soutenir. Le surplus alimentaire, c'est vraiment ça en fait qui est à la base de tout. C'est la capacité d'une société à produire un surplus. À partir l'état de défaut des humains, c'est de se nourrir. Lorsqu'on vient au monde, on commence avec absolument rien, il n'y a pas de civilisation, on doit d'abord se nourrir. Et éventuellement, quelques-uns d'entre nous deviennent de très bons chasseurs et ont en mesure de chasser ou de récolter plus de fruits qu'on en a besoin individuellement sur une base quotidienne. Ce que ça veut dire, c'est que soudainement, on peut nourrir plus de gens. Et soudainement, il y a des gens parmi nous qui n'ont pas besoin de se dédier entièrement à l'agriculture. Ils peuvent se spécialiser dans d'autres tâches, que ce soit la fabrication d'outils, que ce soit l'exploration, que ce soit la reproduction. Il y a plusieurs tâches comme ça qui, soudainement, lorsqu'on retire le poids de l'agriculture, on peut développer de nouvelles spécialisations. Et c'est donc le surplus alimentaire, le surplus d'agriculture, c'est au cœur des paramètres qui nous permettent de bien comprendre le niveau de développement d'une société. Plus elle a un grand surplus, plus elle peut allouer de ses ressources, de ses citoyens, de ses ressources humaines à des tâches plus productives, ou du moins à des tâches plus spécialisées. Je ne devrais pas parler de spécialisation, en fait, parce que la spécialisation agriculturelle fait partie de ça. C'est justement à mesure que les sociétés se développent, également, vous avez une agriculture de plus en plus productive et elle-même de plus en plus spécialisée. Donc, je veux pas quand même que vous pensiez que l'agriculture n'est pas en soi une tâche productive. C'est le contraire. En fait, dans ce prisme, c'est la tâche la plus productive. C'est juste une question de spécialisation et de développement économique à un certain point. Si vous regardez l'Europe ici, moi, ce que je trouve fascinant, si vous voulez comprendre l'histoire de l'Europe, vous la comprenez vraiment juste avec cette espèce d'amas de petits points verts et jaunes où vous voyez l'entièreté de l'histoire, toutes les guerres, toutes les civilisations européennes, toutes les conquêtes, toutes les croisades, tout ça se passe dans ce qu'on appelle vraiment la grande plaine européenne ou eurasiatique, dépendamment comment vous voulez l'appeler. Mais cette grande plaine eurasiatique, c'est cette espèce de grand espace d'est en ouest ici sur plusieurs milliers de kilomètres qui s'arrête vraiment avec les frontières naturelles. Ici, vous voyez là le Tibet, etc. Des frontières de montagne, tout simplement. Mais pour ce qui est du reste, c'est là-dessus que s'est passé à peu près à l'exception, disons, des 300 dernières années, c'est ici que s'est passé l'essentiel de l'histoire occidentale. Bien sûr, vous avez le sous-continent indien qui a eu un rôle démesuré dans l'histoire du monde. Même chose ici pour, bien sûr, la bande fertile chinoise. Et finalement, si vous regardez, pour ce qui est de l'Australie, on a la concentration de population australienne qui est pratiquement inexistante aussi à l'extérieur de l'Australie. Vous voyez, c'est vraiment frappant. La voilà, la concentration, elle est vraiment à l'extrême, à quelques points sur les bords ici, sur les rivages. Même chose si on regarde pour ce qui est de l'agriculture. C'est parfaitement compréhensible. On prend les endroits où il est possible de faire de l'agriculture. Regardez-moi l'Australie. Vous voyez ces petites zones verdâtres tout le long de la côte sur le sud. Donc, l'agriculture, les amis,
est vraiment au cœur de la géopolitique. Le climat est au cœur de la géopolitique. Si vous voulez comprendre le monde, des interactions entre les États, entre les civilisations, dans l'histoire elle-même, il n'y a pas mieux que ces 4 grandes cartes pour comprendre l'univers qui nous entoure et comment tout ça interagit ensemble. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite leçon d'histoire-géographie. Si vous en désirez plus, dites-le dans les commentaires. Honnêtement, on essaie différents formats avec Chaque jour sur Terre et on est très heureux de lire chacun de vos commentaires. Donc, si vous voulez plus d'entrevues, dites-nous-le. Si vous voulez plus de contenu décontracté, léger, coulisses, vlog, ça nous fait plaisir aussi. Ou si à l'inverse, ce que vous recherchez, c'est peut-être plus du contenu académique, comme on vient de le faire, ça me fait aussi grand plaisir d'explorer des trucs de la sorte. Donc, on se dit à la prochaine fois. Je vous aime, semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.